« 1947. Dans tout le pays, le climat social se détériore. Les revalorisations des salaires ne compensent pas la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. La nourriture est toujours rationnée. Le beurre et la viande manquent. Cette année de privation ont usé l'endurance des Français. Ils ont le sentiment de supporter la plus lourde partie de la reconstruction. En 1947, l'Europe entre dans la guerre froide. Les relations entre l'élite dirigeante socialiste de la SFIO et les communistes se détériorent. Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, dénonce la politique sociale du gouvernement. L'expérience Zoom a échoué. Les prix montent. Le niveau de vie des masses laborieuses régresse. Tandis s'élèvent les profits capitalistes. Il est limogé comme tous les autres ministres communistes. En une journée, l'Alliance sacrée née de la résistance, de la libération et de la reconstruction de la France est balayée. Des grèves éclatent partout, dans l'industrie, les transports et les mines aussi. La France est au bord de l'émeute. « 1948 sera l'année de la trahison. La bataille du charbon est gagnée, mais son coût de production bat tous les records. Robert Lacoste, le ministre SFIO de l'Industrie, doit absolument faire baisser le prix de l'énergie pour relancer l'économie. La tonne de charbon extraite des mines françaises coûte 3 fois plus cher que celle produite en Allemagne. Les charges sociales sur les salaires des mineurs s'élèvent à 73% contre 44% dans les autres industries. Mi-septembre 1948, Robert Lacoste va poignarder les mineurs. Pour réduire les coûts de production, il leur retire par décret certains avantages qu'ils avaient obtenus grâce au statut des mineurs. La nouvelle de la trahison parvient vite dans les corons, où elle court de bouche à oreille. Les mineurs sont abasourdis. La paye sera maintenant calculée selon les pertes de la production. Il n'y a plus de salaire garanti. Les licenciements sont facilités. On va réduire de 10% les effectifs des ouvriers tout en gardant les exigences de rendement. Les accidents du travail et les maladies professionnelles seront gérés par les patrons. Le combat ne finira-t-il donc jamais ? La suppression du salaire garanti, ça a été une catastrophe pour les mineurs. Parce que même sous l'occupation allemande, le salaire garanti n'a jamais été supprimé dans les mines. Vous vous rendez compte ? On vous coupe les jambes. On vous coupe les jambes. C'est vrai que quand on réalise, on a fait tout ce qu'on devait faire, même peut-être trop. Et à la sortie, il n'y a pas de récompense. C'est assez lourd. C'est encore une pénalité. C'est encore une pénalité. Maurice Thorez, qui n'est plus que secrétaire général du Parti communiste, revient dans le pays noir pour soutenir les mineurs. Et cette fois, il pousse à la grève. Les syndicats organisent un référendum pour ou contre la grève. 218 000 mineurs y sont favorables. La grève s'est déclenchée, ne l'oublions pas, après un référendum à bulletin secret. Le référendum avait décidé que la grève débuterait, on était pour ou contre. Le 4 octobre 1948, c'était un lundi, la grève a commencé pour tout le monde. Les chevalements arrêtent leur giration. Les ascenseurs ne descendent plus. Les mines s'arrêtent.
Un lourd silence s'abat sur les carreaux. Les mineurs prennent le contrôle des puits. La grève va être longue. Les gars se relaient et trompent l'ennui comme ils le peuvent. J'avais même pas encore 18 ans. On a fait grève assez longtemps. On occupe le puits de Ricard parce que pour nous, c'était le puits le plus symbolique. Et on occupait ce puits. Et bon, on s'attendait un jour ou l'autre à ce que les CRS viennent nous voir. Hein. Jules Mock, le ministre socialiste SFIO de l'Intérieur, ne voit dans la grève qu'une subversion communiste généralisée. En prévention, il a épuré l'armée et les CRS des communistes présents dans leur rang. Mock a mobilisé 60 000 hommes, équipés de chars et d'automitrailleuses pour reprendre le contrôle du charbon. Massés aux abords des cités minières, ils se préparent à l'affrontement. La France est entrée dans la guerre froide. Qu'on considère que l'entrée en guerre contre l'Union soviétique est inévitable, qu'il faut museler la classe ouvrière pour l'empêcher de nuire à cette déclaration de guerre, il faut dompter la corporation minière. Dans les corons, les mineurs organisent des soupes populaires avec le soutien de la CGT. Pour avoir moins de bouches à nourrir et mieux tenir le temps de la grève, ils vont mettre leurs enfants à l'abri, grâce à la solidarité communiste. 20 000 gamins vont quitter les corons pour être recueillis dans toute la France par des familles qui soutiennent les grévistes. Après le départ des enfants, l'ambiance est plus à la guerre civile qu'à la grève. On aurait dit qu'ils allaient affronter une division allemande. C'est les blindés qui sont arrivés. Hein. À Calonnier-Vin, les camarades avaient mis un wagon à l'entrée du puits et ils l'avaient barricadé. Ils ont tiré au canon dans le wagon pour dégager l'entrée du puits. C'était la guerre aux mineurs. À partir du 18 octobre, Jules Mock organise le dégagement des puits de mines, bassin par bassin. Les CRS et les troupes coloniales terrorisent les cités minières et marchent vers les puits tenus par les grévistes. Les mineurs vont se battre pour conserver leurs puits, des pierres et des boulons contre les armes de guerre. Jules Mock avait choisi la violence pour faire peur, pour intimider. Et au 4e jour de la grève, en Lorraine, à Merlebach, Jean Sec était massacré sur place à coups de crosse. C'était d'une violence inouïe. Sur les murs de leur coron, les mineurs inventent l'expression CRS, SS. Comment le gouvernement peut-il envoyer la troupe contre eux, les héros de la bataille du charbon? Les soldats reprennent vite le contrôle des puits, où ils se barricadent. Mais face à eux, les soldats du fond sont des durs à cuire, écorchés à vif par le sentiment d'avoir été trahis par le gouvernement socialiste. Dans certains puits, ils repartent à l'assaut pour tenter de reprendre le contrôle de leurs mines. Quand on est arrivé à hauteur du puits, ils nous reçoivent avec la lance à incendie. Ils ont pu calmer avec le gaz lacrymogène, mais le gaz lacrymogène, bon, ça fait un peu... On sent mauvais, mais bon, on passe à travers quand même. Les mineurs sont hors d'eux. Et il y avait des femmes qui tapaient avec des planches sur les CRS. Ah ouais, elles étaient acharnées. Hein. Il y en avait que pour leur dire d'arrêter, ils n'arrêtaient pas comme ça, je vous le dis. Hein.
Il y a eu 56 CRS blessés. La réplique des mineurs reste dérisoire face à l'armée. Rarement, dans l'histoire du XXe siècle, on avait vu une telle répression contre des ouvriers grévistes. Ils ont tué Barbier dans la Loire à coups de fusil. Les CRS ont tiré. Et Goyot a été blessé et Goyot est mort après. Chaptal à Alès a été tué d'une rafale de mitrailleuse tirée par le char Sturen. Une rafale de mitrailleuse. C'est un miracle qu'il n'y a eu qu'un seul mort. 7 mineurs trouveront la mort et des centaines seront blessés. Parmi eux des femmes et des enfants. Après les dernières violences, le calme revient sur les puits. Les mineurs enterrent leurs morts. Le couvre-feu s'abat sur les pays miniers. « 1041 mineurs seront arrêtés. Les interrogatoires, ça a été pénible. Ça a été pénible parce que ils ont attaqué franchement d'entrée. Il y en a deux qui me sont rentrés dedans. Ils m'ont tapé sur le visage parce que moi, instinctivement, j'ai bougé. J'en ai pris plein la figure. Quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, bon, ben maintenant, là, tu te mets torse nu. Tu quittes tes chaussures. Tu te mets à genoux. Et les bras comme ça. Et tu avances. Si j'avançais pas, j'avais un coup. Plus que la répression, c'est la misère et la faim qui aura raison des mineurs et leur fera reprendre au début décembre 1948 l'ascenseur pour le fond après 7 semaines de grève. Ils ont tenu quand même 52 jours. 52 jours. Et ceux qui ont repris après la 6e semaine, après la 7e semaine, eh bien c'est que financièrement, ils ne pouvaient plus tenir le coup. Oui, parce que c'est quand même dur. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'économie, on sortait de la guerre, on n'avait rien. Hein. Comme disait un militant, on n'avait même plus un pantalon à se mettre sur le dos. Hein. Oui, on rigole toujours avec cette blague, mais c'était ça, c'était le cas. Cette semaine de grève ne laisseront que de l'amertume. Leur grève a été battue. La grève s'est terminée sans rien, sans qu'aucun avantage ne soit accordé. Ça a été une grève battue. Eh oui. Eh oui. Donc, on reprend le travail, comme on dit, la queue entre les jambes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? La grève de 1948 restera dans l'histoire comme un des conflits les plus réprimés. Des centaines de militants, de simples ouvriers sont condamnés à des années de prison et 10 millions de francs d'amende. La sentence a tombé. Il y en a un qui a pris 3 ans. Et moi, j'étais dans la charrette. On était 13 à 6 mois. C'est une peine très lourde. Très, très lourde. 3000 mineurs sont licenciés. En plus de leur travail, ils vont perdre leur logement, le charbon gratuit, la sécurité sociale minière, et seront bannis à vie de la mine pour avoir simplement fait la grève. En plus qu'on était licenciés, on ne pouvait pas retrouver de travail dans la région. Ils voulaient qu'à toute fin, on quitte la région pour ne plus nous avoir par ici. Les gueules noires formeront jusque dans les années 60 l'avant-garde du prolétariat. Les héros de la bataille du charbon furent surtout des victimes. Et personne ne pourra leur retirer la fierté d'avoir pendant 4 ans sauvé la France. C'est-à-dire, on a été responsable. Moi, je crois, plus qu'un héros. Le héros, c'est autre chose, pour moi. Hein. Mais le mineur a été responsable. Il a répondu à ce qu'on lui demandait. Mais il n'a pas été remercié. Il n'a pas été remercié. C'est ce qui est blessant, quoi. Ce qui est blessant, c'est qu'on se sert de vous. Et quand ça va mieux,
on vous dit, bon ben halte là, quoi. C'est ça, pour moi, c'est ça qui blesse le plus, quoi.